Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des approches dynamiques pour tester et lancer de nouvelles idées. C'est particulièrement pertinent pour l'intrapreneuriat, vous savez, quand on innove au sein même de son entreprise. L'objectif principal, confronter une idée au marché vite sans gaspiller trop de ressources. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de dépasser les méthodes un peu classiques, vous voyez. Les études de marché qui durent des mois, les business plans hyper détaillés, parfois, ça peut nous éloigner de l'essentiel. Est-ce que concrètement, un client est prêt à sortir sa carte bleue? Parce que demander «ça vous intéresse?» Bon, on sait que la réponse n'est pas toujours fiable. Alors, justement, comment on fait pour avoir cette validation concrète? J'imagine qu'on va parler du MVP, le fameux produit minimal viable, mais c'est pas simplement un prototype, si? Exactement. C'est une nuance importante. Le MVP, c'est pas forcément la première version du produit. Non. Son but premier, c'est de tester des hypothèses commerciales, surtout les plus risquées. Celle qui pourrait tout faire tomber. Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que le marché existe? Est-ce que les gens sont prêts à payer? En fait, on cherche presque à faire échouer le projet le plus vite possible s'il doit échouer, pour pas mettre des mois, voire des années et beaucoup d'argent sur une fausse bonne idée. D'accord. Faire échouer vite pour mieux rebondir, c'est assez contre-intuitif mais logique. C'est ça, on essaye de concrétiser virtuellement un produit qui en fait n'existe pas encore, juste pour voir s'il y a une traction, un intérêt d'achat réel. Ok. Vous auriez quelques exemples concrets pour illustrer ça, pour qu'on visualise bien? Ah oui, bien sûr. On peut penser par exemple à la technique de la landing page. C'est assez classique. La page d'atterrissage? C'est ça, une simple page web qui décrit l'offre, parfois avec une petite vidéo explicative, et surtout un appel à l'action. Précommandez, soyez prévenus du lancement, ce genre de choses. Le but, c'est de collecter des emails, des intentions d'achat. Dropbox avait fait ça au début avec leurs vidéos. Ah oui, je me souviens de cette vidéo. Ou alors une autre boîte qui proposait un cloud personnel crypté. Ils avaient mis en place une liste d'attente, ça a validé la demande avant même qu'ils lancent la production en masse. Malin. Très malin, oui. Et il y a aussi cette histoire un peu folle, le Flintstoning avec Zappos. Ah, Zappos. Oui, Nick Swinmurn, le fondateur. C'est Mhm. une histoire incroyable. Il voulait tester si les gens étaient prêts à acheter des chaussures en ligne. C'était pas évident à l'époque. Et donc, au lieu de monter un entrepôt géant, Exactement. Plutôt que d'investir des fortunes en stock et en logistique, il a créé un site web. Un site qui avait l'air tout à fait fonctionnel, hein. Mais derrière, quand une commande arrivait, eh bien, il allait lui-même acheter la paire de chaussures dans un magasin du coin. non, il faisait ça lui-même. Oui, oui, il prenait sa voiture, allait au magasin, achetait la paire, revenait, l'emballait et l'expédiait. Il perdait même de l'argent sur chaque vente au début. C'est fou comme engagement pour tester une idée. Mais ça a marché, j'imagine. Ça a totalement marché. Ça lui a permis de prouver deux choses fondamentales. Un, oui, les gens achètent bien des chaussures en ligne. Et deux, contrairement à ce qu'on craignait, ils ne les retournent pas tant que ça. L'essentiel était validé, quoi. Incroyable! Ça montre bien la puissance du test terrain minimal. Et il y a d'autres formes, bien sûr. Le crowdfunding, c'est une sorte de MVP. Les gens payent avant même que le produit existe. Ou le service à rentabilité sacrifiée, comme Virgin au début avec un seul avion. Ou encore le concierge MVP. On rend un service hyper sur mesure à un ou deux premiers clients manuellement pour apprendre avant d'automatiser ou de standardiser. Tous ces exemples de MVP sont éclairants. Ils montrent comment tester vite, sans se ruiner, mais j'imagine que ça s'inscrit dans une philosophie plus large, une manière de procéder différente. Tout à fait. Ces MVP, ces tactiques, elles découlent d'une logique qu'on appelle procédurale ou effectuelle. C'est différent de l'approche causale classique. Causal, c'est-à-dire fixer un objectif lointain et chercher les moyens pour y arriver. Le plan stratégique classique en somme. C'est ça. La logique causale, c'est j'ai un but précis, je planifie les étapes, je cherche les ressources. La logique procédurale, elle, part de l'inverse. C'est une approche beaucoup plus cyclique, adaptative. D'accord. Et comment ça fonctionne concrètement, cette logique procédurale? Moins de planification, plus d'action? En gros, oui. L'entrepreneur commence par regarder ce qu'il a, là, maintenant. Ses moyens actuels. C'est qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Qui est-ce que je connais? Mon réseau. D'accord. On part de soi et son environnement immédiat. Exactement. À partir de ça, il imagine des actions possibles, des MVP réalisables avec ses moyens limités. Il se fixe des objectifs très courts. On parle de 2-3 semaines maximum. Et ces objectifs doivent inclure une forme de vente ou au moins d'engagement concret. Vendre dès le début, même si c'est petit. Oui, ou obtenir un engagement fort.
Et puis, étape absolument cruciale, l'interaction immédiate. Aller sur le terrain, parler aux clients potentiels, aux partenaires. Des partenaires qui pourraient avoir intérêt à ce que le projet réussisse. Et qui seraient prêts à aider peut-être même gratuitement au début. Précisément. Des gens qui ont intérêt à. L'étape suivante, c'est de transformer cette interaction en engagement concret. C'est le nerf de la guerre. L'engagement, c'est-à-dire? Obtenir quelque chose de tangible. Un premier client qui paye, même un petit montant. Un partenaire qui dit « Ok, je m'investis, je t'aide sur ça ». Ça peut être du temps, un contact, une ressource. Cet engagement, il génère de nouveaux moyens, de l'argent, de l'info, des contacts, ou il fait émerger de nouveaux buts, de nouvelles idées. Et la boucle recommence. Ah, je vois le cycle. On part de ce qu'on a, on agit, on interagit, on obtient un engagement, ça nous donne plus de moyens ou de nouvelles idées et on repart. C'est exactement ça. Et à chaque tour de boucle, on a plus de ressources, plus de certitudes, moins d'incertitudes. Et si au début, on n'obtient aucun engagement rapidement, surtout de la part des gens qu'on pensait acquis, c'est souvent le signe qu'il faut revoir sa copie, qu'il faut pivoter. Pivoter, c'est donc s'adapter, changer un peu l'offre ou la cible en fonction de ce qu'on apprend sur le terrain. Comme l'exemple de Potbelly qui vendait les antiquités et qui s'est mise à vendre des sandwichs parce que les clients demandaient. Tout à fait. Pivoter, ce n'est pas un échec dans cette logique, c'est un apprentissage intelligent. C'est l'adaptation nécessaire permise par cette flexibilité. La méthode classique, elle est tellement focalisée sur le plan initial que pivoter est souvent vu comme un échec ou c'est très compliqué à faire accepter. C'est une vraie différence de culture en fait. Oui, clairement. Et dans ce processus très itératif, comment on sait qu'on avance vraiment ? Comment on mesure le progrès réel pour être sûr qu'on ne fait pas juste brasser de l'air ? Très bonne question. Parce qu'on peut être très occupé sans avancer d'un pouce sur le fond. La vraie mesure du progrès, ce n'est pas tant de se demander « qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ?», mais plutôt « qui a fait quelque chose pour moi, pour le projet, depuis la dernière fois ?» Ah, c'est intéressant ça. Le focus sur l'engagement externe. Exactement. Est-ce qu'on a trouvé un nouveau client payant? Est-ce qu'un partenaire s'est engagé à fournir une ressource clé, à ouvrir une porte? Même un petit engagement. C'est ça, le véritable indicateur concret de la valeur et qu'on avance. Ça oblige à se concentrer sur ce qui compte. Obtenir des engagements réels du marché ou de l'écosystème. C'est très pragmatique comme mesure. Donc, si je tente de résumer un peu tout ça, on utilise des MVP pour tester vite et à peu de frais sur tous les points critiques. On adopte une logique procédurale, on part de ses moyens actuels, on agit vite sur des cycles courts, on interagit beaucoup avec le terrain et on cherche l'engagement concret des autres. C'est une excellente synthèse. Et on n'a pas peur de pivoter si les retours nous y poussent. C'est l'idée générale, oui. Mettre l'énergie sur l'action qui génère de la validation par le marché, qui génère de l'apprentissage et de l'engagement concret, plutôt que sur la planification excessive ou les beaux rapports qui restent dans les tiroirs. La confrontation rapide et répétée à la réalité, c'est la clé pour pas se planter en beauté après des mois d'efforts. C'est très clair, ça donne vraiment une autre perspective sur l'innovation et ça m'amène à une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs. Si on appliquait cette philosophie beaucoup plus agile, accepter l'échec rapide comme une étape normale d'apprentissage, privilégier l'adaptation constante basée sur le réel, si on l'appliquait à plus grande échelle, comment est-ce que ça pourrait transformer la gestion des projets plus importants, même au sein des grandes entreprises bien établies? Voilà, de quoi réfléchir. Pour approfondir ces stratégies et voir comment les adapter concrètement à vos projets, n'hésitez pas à discuter avec Philippe Massol. Il est présent sur LinkedIn et peut vous accompagner pour développer votre réflexion stratégique et lancer de nouveaux projets dans votre entreprise. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui.